L'aube étirait ses longues ombres sur les plaines arides du Grand Ouest, alors que Jean Valmont longeait la clôture nord de son domaine. Nous étions en 1875, et depuis 15 ans, cette terre sauvage et impitoyable était devenue son refuge. Il essuya la sueur de son front, plissant les yeux contre l'éclat aveuglant du soleil levant. Son ranch, les Hauts-Vents, bordait le territoire des tribus natives, une proximité qui effrayait la plupart des colons, mais qui convenait parfaitement à Jean. Il préférait le silence pesant de la frontière à l'agitation croissante des villes nouvelles. Le craquement sec d'une branche morte brisa le calme. Jean tira brusquement sur les rênes, sa main glissant d'instinct vers la crosse de son revolver. Il scruta les broussailles avec attention, ses sens aiguisés par des années de survie en milieu hostile. « Qui va là ?» lança-t-il d'une voix ferme. « Montrez-vous !» Après un silence lourd, les buissons s'écartèrent. Une silhouette frêle émergea. C'était une enfant, pas plus de 12 ans, le visage barbouillé de terre et vêtu de haillons. Ses yeux sombres l'observaient avec une méfiance farouche. À ses traits et à sa tenue, il devinait qu'elle appartenait au peuple des plaines et qu'elle était en grand danger. « Tu es blessée, petite ?» demanda Jean en mettant pied à terre avec lenteur pour ne pas l'effrayer. La fillette se raidit, mais ne s'enfuit pas. Elle semblait à bout de force, du sang séché maculant son bras maigre. Jean s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur. « Je m'appelle Jean Valmont. Ma maison n'est pas loin. Tu as besoin d'aide ?» L'enfant garda le silence, mais ses yeux dartèrent un regard terrifié par-dessus son épaule, scannant l'horizon. « Quelqu'un te poursuit ?» L'imperceptible écarquillement de ses pupilles confirma ses soupçons. « Je ne peux pas te laisser ici. Tiens, bois un peu. » Il lui tendit sa gourde. Après une hésitation, elle la saisit et but avidement. Lorsqu'il lui proposa de monter en selle, elle secoua la tête avec véhémence. « Comme tu voudras, » soupira Jean, « mais nous devons avancer. » Ils marchèrent en silence, la fillette conservant une distance de sécurité. Jean notait sa démarche, légère, délibérée, malgré l'épuisement visible. De retour au ranch, Marthe, sa gouvernante, leva les yeux depuis le porche, la surprise marquant son visage buriné par les ans. « Jean Valmont, qu'est-ce que tu nous ramènes là ?» demanda-t-elle en avisant l'enfant. « Je l'ai trouvée près de la crête est, elle est blessée. » L'expression de Marthe s'adoucit instantanément. « Entre, petite, on va te nettoyer tout ça. » La fillette hésita jusqu'à ce que Jean hoche la tête avec bienveillance. « Marthe prendra soin de toi, tu ne risques rien ici. » Plus tard, alors que Marthe soignait la plaie de l'enfant, une coupure superficielle plus effrayante que grave, Jean se tenait près de la fenêtre, surveillant la plaine. « Elle a parlé ?» Marthe secoua la tête. « Pas un mot, mais elle est terrifiée, ça ne fait aucun doute. »« Ou elle a peur de quelqu'un ?» murmura Jean. « Je ferai une patrouille demain pour voir s'il y a des traces. » Cette nuit-là, alors que l'enfant dormait dans la chambre d'amis, Jean s'assit près de l'âtre pour nettoyer sa carabine. Les flammes projetaient des ombres dansantes sur le plancher de bois brut. Recueillir une enfant indigène pouvait attirer des ennuis dont il se serait bien passé, surtout avec les tensions actuelles entre les colons et les tribus. Mais il avait vu quelque chose dans le regard de la petite, une résilience qui faisait écho à la sienne. L'aube pointait à peine lorsque le bruit sourd de sabots le tira du sommeil. Il saisit son arme et glissa vers la fenêtre. 3 cavaliers approchaient, silhouettes sombres se découpant sur le ciel rougeoyant. Ce n'étaient pas des guerriers tribaux. 2 hommes blancs et un métis, tous lourdement armés. « Marthe !» appela-t-il doucement. « Cache la petite !» Les hommes arrêtèrent leur monture devant la cabane. Leur chef, un homme au visage barré d'une cicatrice livide, mit pied à terre. « Le bonjour !» lança Jean en sortant sur le porche, le fusil calé nonchalamment au creux du bras. « Je peux faire quelque chose pour vous ? Vous cherchez du bétail égaré ?» Le balafré balaya la propriété du regard. « Une gamine indigène, vous l'avez vue ?»« Je n'ai vu aucun indigène par ici depuis des semaines, » mentit Jean d'un ton égal. « Quelle affaire avez-vous avec elle ?» Le sourire de l'homme n'atteignit pas ses yeux froids. « Elle a de la valeur, c'est la propriété d'un de mes clients. » Jean sentit sa mâchoire se contracter. « Il n'y a plus de propriété humaine dans ce pays, l'ami. La guerre a réglé cette question. »
Ici, c'est du commerce, pas de la politique, rétorqua le balafré. Son père est un chef important. Le client est prêt à payer cher pour qu'on la lui livre. Du kidnapping, donc, trancha Jean. L'atmosphère changea brutalement, la tension devenant palpable comme l'électricité avant l'orage. Les mains des acolytes glissèrent vers leur holster. « Je vous suggère de passer votre chemin, dit Jean. Il n'y a rien pour vous ici. » Le balafré le jaugea un long moment. « On reviendra, l'éleveur, avec du renfort. Cette fille vaut une petite fortune. » Tandis qu'il s'éloignait au galop, Jean sut qu'il venait de se faire des ennemis mortels. À l'intérieur, il trouva Marthe et la fillette dans le cellier. « Tu as entendu ?» demanda-t-il. Marthe acquiesça sombrement. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Jean regarda l'enfant, qui lui rendait son regard avec un mélange de peur et de détermination. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il doucement. Pour la première fois, elle parla, d'une voix faible mais claire. « Kaya. »« Eh bien, Kaya, dit Jean, on dirait qu'on est dans le même bateau maintenant. » Le lendemain, Jean sella son cheval bien avant le lever du jour. L'air frais du matin portait des effluves de sauge et de poussière. Il vérifia son équipement, munitions, vivres, eau et une trousse de secours. Marthe l'observait depuis le perron, les bras croisés sur sa poitrine. « Tu vas la ramener au sien, affirma-t-elle. Jean hocha la tête en fixant son fusil à la selle. « Je n'ai pas le choix. Ces hommes reviendront, plus nombreux. Son père doit savoir ce qui se passe. »« Les tribus ne t'accueilleront pas à bras ouverts, » avertit Marthe, « surtout après les dernières campagnes de l'armée. »« Je connais les risques. » Il se tourna vers Kaya qui attendait dans l'encadrement de la porte. « J'ai besoin que tu me montres le chemin vers ton peuple. » Kaya s'avança, grave. « Mon père est le chef Ahanu des Apaches Tonto. Notre camp est à 2 jours de cheval, caché dans les montagnes. Peux-tu me guider jusque-là » Elle acquiesça. « Mais les hommes mauvais vont nous suivre. »« Laisse-moi m'occuper de ça, » répondit Jean. Il se tourna vers Marthe. « Si nous ne sommes pas revenus dans 5 jours, je sais, » l'interrompit la vieille femme. « J'irai au Fort Saint-Louis trouver le lieutenant Parker. Il a une dette envers toi depuis l'hiver dernier. » Jean vérifia sa montre à gousset, relique de son ancienne vie dans l'Est, et la referma d'un claquement sec. « On part dans 10 minutes, Kaya. » Lorsqu'ils quittèrent le ranch, Jean garda un œil attentif sur leurs arrières. Kaya était assise derrière lui, ses petites mains agrippées à son manteau. Ils prirent d'abord la direction du nord, bien que Jean sût que ce n'était pas leur destination finale. « On pose une fausse piste, » expliqua-t-il. « Ensuite, on reviendra sur nos pas en passant par le ruisseau pour masquer nos traces. » Kaya hocha la tête avec une pointe d'admiration. « Tu connais les ruses de mon peuple ?»« J'ai appris 2 ou 3 choses au fil des ans, » répondit Jean. Il le fallait bien pour survivre ici. Vers midi, ils avaient couvert une distance considérable, zigzagant à travers un terrain rocailleux où leurs traces se perdaient dans la pierre aride. Lors d'une courte halte, Jean observa la jeune fille alors qu'elle buvait à sa gourde. « Comment ces hommes t'ont-ils capturé ?» demanda-t-il. Le visage de Kaya s'assombrit. « Je cueillais des herbes médicinales avec ma cousine. Ils ont surgi de nulle part. Ils ont tiré. Ma cousine est tombée. » Sa voix se brisa, mais elle ne pleura pas. « J'ai couru pendant 3 jours. » Jean serra la mâchoire, une colère froide montant en lui. « Je suis désolé pour ta cousine. Pourquoi s'en prendre à la fille du chef ?»« Pour forcer mon père à céder nos terres, » répondit-elle simplement. « Les hommes blancs ont trouvé de l'or dans nos montagnes sacrées. » Jean comprit instantanément. C'était une vieille histoire, aussi vieille que la conquête de l'Ouest, la cupidité poussant les hommes aux pires atrocités. Il avait vu cela trop souvent durant ses années sous les drapeaux, puis comme marshal, avant de chercher la solitude de l'élevage. « Nous devons repartir, » dit-il en se levant. « Il faut encore avancer avant la nuit. » Ils chevauchèrent tout l'après-midi, le paysage devenant plus accidenté à mesure qu'ils pénétraient dans les contreforts des montagnes. Juste avant le crépuscule, ils établirent un bivouac dans un canyon abrité, dont les hautes parois dissimuleraient la lueur de leur petit feu. Tandis que Kaya l'aidait à rassembler du bois mort, Jean surprit son regard curieux. « Pourquoi m'aides-tu » finit-elle par demander. « La plupart des Blancs craignent mon peuple. »
Jean garda le silence un instant, tisonnant les braises. Je juge les hommes à leurs actes, pas à leur sang, et je n'ai jamais eu de patience pour ceux qui s'en prennent aux enfants. Tu as des enfants ? Demanda-t-elle avec perspicacité. Une ombre passa sur le visage de l'éleveur. J'avais une fille. Elle aurait ton âge aujourd'hui. Qu'est-il arrivé ? La fièvre scarlatine. Elle l'a emportée, ainsi que ma femme, il y a 6 ans. Les mots étaient simples, mais la douleur qu'ils dissimulaient était abyssale. C'est après ça que je suis venu ici. Kaya hocha la tête solennellement. Ma mère aussi est partie. La maladie des Blancs l'a prise. Un silence respectueux s'installa entre eux, une compréhension mutuelle transcendant leurs mondes opposés. Cette nuit-là, alors que Kaya dormait enroulée dans la couverture de Jean, l'ancien soldat monta la garde, écoutant les murmures du désert. Quelque chose le tracassait. Les pisteurs avaient abandonné trop facilement. Des hommes assez désespérés pour enlever la fille d'un chef ne s'arrêteraient pas à cause d'un seul éleveur armé. Son instinct ne l'avait pas trompé. Juste avant l'aube, le déclic caractéristique d'un chien de fusil qu'on arme brisa le silence. Jean réagit instantanément, roulant loin du feu éteint une seconde avant que la fusillade n'éclate. Les balles firent voler des éclats de pierre là où il se tenait l'instant d'avant. « Kaya, cours !» hurla-t-il en dégainant son revolver. Il riposta vers les lueurs des coups de feu. Ils étaient 4. Le balafré et ses acolytes renforcés par un autre tireur. Il les avait traqués malgré les précautions de Jean. « Donne-nous la fille, Valmont !» cria le balafré. « Pas besoin de mourir pour ça !» Jean se jeta derrière un rocher alors que les balles sifflaient autour de lui. « Comment connaissez-vous mon nom ?»« On s'est renseigné, » répondit la voix. « Il paraît que tu étais quelqu'un d'important dans l'Est. Maintenant, tu n'es qu'un obstacle. » Jean vit Kaya grimper agilement la paroi du canyon. Si elle atteignait le sommet, elle avait une chance. Il devait gagner du temps. « La prime doit être belle pour que vous risquiez la corde » cria Jean en tirant 2 fois pour les forcer à se baisser. « Plus que tu ne gagneras en 10 vies d'éleveur » railla le bandit. « La compagnie minière veut ces terres, peu importe le prix. » Jean compta ses munitions. 4 balles dans le barillet, 8 dans la carabine. Pas assez pour un siège. Le ciel commençait à s'éclaircir à l'est quand il l'entendit. Un cri d'oiseau. Mais la tonalité sonnait faux. Il leva les yeux vers la crête et vit plusieurs silhouettes se découper contre l'aube naissante. Les siens l'avaient retrouvé. Un cri de guerre déchira l'air, suivi d'une pluie de flèches s'abattant sur les assaillants. Jean profita de la confusion pour sortir de son couvert, tirant ses dernières cartouches pour repousser les chasseurs de primes. Le balafré parvint à atteindre son cheval et à s'enfuir, mais ses hommes furent rapidement submergés par les guerriers qui descendaient la paroi comme des ombres vengeuses. Un homme immense s'approcha de Jean, son arc encore en main. Son regard féroce s'adoucit à peine lorsque Kaya courut vers lui pour l'étreindre. « Père, » dit-elle dans sa langue avant de passer au français, « cet homme m'a sauvé. » Le chef Ahanou étudia Jean avec des yeux perçants. « Tu as ma gratitude, Jean Valmont. Ma fille dit que tu as combattu pour elle alors que rien ne t'y obligeait. » Jean rengaina son arme vide. J'avais mes raisons. Alors que le soleil inondait enfin le canyon, Jean réalisa qu'il venait de mettre le pied dans un conflit bien plus vaste que le sauvetage d'une enfant perdue. Il allait devoir choisir son camp. Le campement Apache était niché dans une vallée invisible, un endroit que Jean n'aurait jamais trouvé sans guide. Ils y pénétrèrent, escortés par des guerriers au visage fermé. Les femmes s'arrêtaient de travailler, les enfants cessaient leur jeu pour observer l'homme blanc qui ramenait la fille du chef. Ahanou mena Jean à sa tente, une structure imposante à l'écart des autres. À l'intérieur, assis autour d'un petit feu, Kaya raconta son histoire, le visage de son père s'assombrissant à chaque phrase. Quand elle eut fini, le chef se tourna vers Jean. « Les hommes qui ont pris ma fille travaillent pour la compagnie minière de Val d'Argent. Ils convoitent notre terre pour le cuivre et l'or. N'ayant pu l'acheter, ils ont tenté la force. Maintenant, ils s'en prennent à mon sang. Ils recommenceront, avertit Jean. Ces hommes-là ne renoncent jamais quand il y a de l'argent en jeu. Je le sais, dit Ahanou avec gravité. Nous avons déjà commencé à lever le camp. D'ici demain, mon peuple sera loin dans les hautes montagnes. Mais d'abord, j'ai une faveur à te demander. Laquelle ? Il y a un officier au fort Saint-Louis, le capitaine Delacroix. Il a été juste avec nous par le passé.
Je voudrais lui envoyer un message, mais aucun de mes guerriers ne peut approcher du fort sans risquer d'être abattu à vue. » Jean comprit où il voulait en venir. « Vous voulez que je sois votre messager ? » ?»« Oui. »« Si l'armée apprend les agissements de cette compagnie, peut-être interviendra-t-elle. » C'était une requête risquée, mais logique. « Je dois d'abord repasser par mon ranch, » dit Jean. « Marthe doit savoir. »« Mon fils, Koda, te guidera par un chemin sûr, » assura Ahanu. « Tu seras chez toi avant la nuit. » Au moment du départ, Kaya s'approcha de Jean. La peur avait quitté ses yeux, remplacée par une confiance tranquille. « Reviendras-tu ? » ?»« J'ai donné ma parole, » répondit Jean. « Ça signifie encore quelque chose là d'où je viens. » Jean suivit Koda, un jeune guerrier d'une vingtaine d'années, à travers un sentier de chèvres qui serpentait dans les montagnes. Ils voyagèrent en silence jusqu'à ce qu'ils atteignent une crête en fin d'après-midi. Le ranch des Hauts-Vents apparut en contrebas, mais quelque chose clochait. La porte d'entrée battait au vent et le bétail était dispersé. « Attends ici », ordonna Jean à Koda en sortant son revolver. Ils approchèrent avec prudence. La maison semblait déserte, mais les signes de lutte étaient partout. Meubles renversés, vaisselle brisée. « Marthe !» appela Jean, le cœur battant. Une voix faible répondit depuis la chambre. Il la trouva assise par terre, le front entaillé, mais vivante. « 3 hommes !» halta-t-elle alors qu'il l'aidait à se relever. « Ils te cherchaient, toi et la petite. Ils ont tout retourné. »« Qu'ont-ils dit ?» demanda Jean en nettoyant sa plaie. « Ils ont laissé un message. Monsieur Beaumont veut te parler. Ils ont laissé une adresse à Val d'Argent. » Elle lui tendit un papier froissé. « Jean, ils ont dit que si tu ne venais pas demain au coucher du soleil, ils brûleraient tout. » Le visage de l'éleveur se durcit comme la pierre. Koda, qui avait examiné les traces dehors, entra. « 4 chevaux. Ils sont partis vers l'est il y a 1 heure. » Jean prit sa décision. « Changement de plan. Je vais à Val d'Argent. »« C'est un piège, » avertit Koda. « Certainement, » concéda Jean. « Mais si je n'y vais pas, ils reviendront. Et la prochaine fois, ils ne se contenteront pas de bousculer Marthe. » Il rassembla rapidement des munitions, le vieux sabre de cavalerie de son père, et sortit une petite boîte dissimulée sous une latte du plancher, qu'il n'avait pas ouverte depuis des années. « Et le message pour le fort ?» demanda Koda. Jean réfléchit un instant, puis prit plume et papier. Il rédigea une note rapide, détaillant tout ce qu'il savait sur Beaumont et la compagnie minière. « Porte ça au capitaine Delacroix. Dis-lui que ça vient du maréchal Jean Valmont. » Les yeux de Koda s'écarquillèrent légèrement à la mention de l'ancien titre de Jean, mais il prit la lettre sans un mot. La nuit tombait lorsque Jean prépara sa monture pour la route vers Val d'Argent. La boîte sortie du plancher était ouverte sur la table. À l'intérieur, une étoile de Marshall en argent brillait faiblement à la lueur de la lampe à pétrole. Elle n'avait pas vu la lumière depuis 6 ans. Après une hésitation, Jean l'épingla sur son gilet. Certaines dettes ne pouvaient se régler que d'une seule façon. Val d'Argent avait surgi du sol presque du jour au lendemain, telle une mauvaise herbe tenace. Il y a 1 an à peine, ce n'était qu'un rassemblement de tentes le long d'un ruisseau boueux. Aujourd'hui, des façades en bois bordaient une rue principale défoncée par les roues des chariots, où des ouvriers couverts de poussière croisaient des prospecteurs aux yeux fiévreux et quelques hommes d'affaires en redingote. Jean entra en ville peu après-midi, sous un soleil de plomb qui écrasait les ombres. Il attirait les regards. Un étranger attire toujours l'attention dans ce genre d'endroit. Mais l'étoile de Marshall épinglée sur sa poitrine détournait rapidement les yeux trop curieux. Il l'avait mise délibérément, un risque calculé. Même dans une ville sans foi ni loi, un ancien homme de loi inspirait une certaine retenue. L'adresse griffonnée par Marthe correspondait à un bâtiment à 2 étages, dont l'enseigne fraîchement peinte proclamait « Compagnie minière et de développement de Val d'Argent ». Jean attacha sa monture à la barre d'attache et scanna la rue, notant les issues et les angles morts, vieux réflexe qu'il avait maintenu en vie autrefois. Avant d'entrer, il vérifia ses armes une dernière fois. 6 balles dans le barillet, 6 autres à la ceinture, et le sabre de cavalerie dissimulé sous son long manteau. Ce ne serait pas suffisant si les choses tournaient mal, mais cela devrait suffire pour commencer. Une clochette tinta lorsqu'il poussa la porte. À l'intérieur, un clerc leva le nez de son registre, la surprise se peignant sur son visage à la vue de l'insigne. « Je peux vous aider, Marshall ?»
Je suis ici pour voir monsieur Beaumont, dit Jean d'une voix égale. Le clerc pissa les yeux. Avez-vous rendez-vous? Il m'attend. Je suis Valmont, Jean Valmont. Une lueur de reconnaissance traversa le regard de l'employé. Un instant, monsieur. Il disparut par une porte derrière le comptoir. Jean profita de l'occasion pour étudier le bureau. Des cartes du territoire tapissaient les murs, avec une attention particulière portée aux montagnes où les tribus avaient trouvé refuge. Des marques rouges indiquaient les concessions, la plupart empiétant largement sur les terres ancestrales. La porte se rouvrit et le clerc fit un geste. « Monsieur Beaumont va vous recevoir. » Le bureau intérieur était cossu, meublé avec un luxe déplacé pour une ville frontière. Derrière un large bureau en chêne trônait un homme dans la cinquantaine, aux cheveux argentés et au costume impeccable. 2 hommes le flanquaient. Jean reconnut le balafré, son bras en écharpe, témoin de leur précédente rencontre. L'autre était plus jeune, le regard froid, une main posée sur la crosse d'un revolver de cavalerie. « Marshal Valmont » salua Beaumont sans se lever. « Ou est-ce simplement l'éleveur Valmont ces temps-ci? J'ai entendu dire que vous aviez pris votre retraite. » « Certaines lois n'ont pas besoin d'un signe pour être appliquées, » répondit Jean en restant debout. « Comme celles qui interdisent l'enlèvement d'enfants. » Beaumont sourit, un sourire fin et sans chaleur. « Je vous en prie, asseyez-vous. Nous sommes entre gens civilisés. » « Je vais rester debout. » Jean gardait sa main droite libre, prête à plonger. « Vous vouliez me voir? Je suis là. » « J'apprécie votre franchise. » Beaumont se pencha en avant, croisant les doigts. « Vous vous êtes immiscé dans une situation que vous ne comprenez pas totalement, monsieur Valmont. »« La petite Caïa » commença Jean. « Oui, Caïa » coupa Beaumont avec onctuosité. « Son père est assis sur une terre qui pourrait apporter la prospérité à tout ce territoire. Du cuivre, de l'or, de l'argent, de quoi construire des écoles, des églises, employer des centaines d'hommes. C'est le progrès, monsieur Valmont, c'est ce que nous représentons. » Drôle de façon de montrer le progrès que de kidnapper des fillettes. Le masque de Beaumont se fissura légèrement. Des tactiques regrettables, je l'admets. Mes hommes ont fait preuve d'un zèle excessif. Mais les enjeux sont colossaux. Le chef Ahanu refuse d'entendre raison. Il refuse de vendre une terre qu'il ne peut exploiter. Parfois, il faut savoir appliquer une certaine pression. « J'ai transmis votre message au fort Saint-Louis », mentit Jean avec aplomb, surveillant la réaction du balafré. L'homme de main remua, mal à l'aise, confirmant les soupçons de Jean. L'armée ignorait tout des plans de Beaumont. Le capitaine Delacroix a été très intéressé par vos opérations. Le sourire de Beaumont vacilla. L'armée comprend l'importance du développement. Ce territoire ne peut rester sauvage éternellement. Elle comprend aussi les traités contre Jean. Et l'enlèvement de la fille d'un chef viole une bonne douzaine de lois fédérales. L'atmosphère s'alourdit. Beaumont étudia Jean, le réévaluant. « Que voulez-vous exactement, Valmont? Je veux que vous laissiez les Apaches tranquilles, trouver un autre endroit pour creuser. » Beaumont éclata de rire. « Juste comme ça? Renoncer à des millions parce qu'un ancien homme de loi a un faible pour les sauvages? C'est exact. Et si je refuse votre généreuse compréhension ?» Jean soutint son regard. « Alors je serai forcé de rendre cette affaire officielle. Les marshals fédéraux voient d'un très mauvais œil les compagnies qui provoquent des guerres indiennes pour le profit. » Le vernis de civilité de Beaumont vola en éclats. « Vous bluffez. Vous êtes seul, Valmont. Pas de mandat, pas de renfort. Juste un éleveur qui aurait dû se mêler de ses affaires. »« Peut-être, » reconnut Jean. « Mais votre clerc a vu cet insigne. La moitié de la ville aussi quand je suis arrivé. Si je disparais, il y aura des questions. » Le balafré fit un pas en avant. « Patron, laissez-moi régler ça. Personne ne sera surpris si un ami des Indiens finit mal dans le désert. » Beaumont leva une main pour l'arrêter. « Pas encore. » Il se tourna de nouveau vers Jean. « Je suis un homme raisonnable. Je vais vous faire une offre, la même que j'ai faite à Ahanu. 50 000 $ pour votre silence et votre coopération. Aidez-moi à convaincre le chef de vendre et vous n'aurez plus jamais à travailler de votre vie. » La somme était faramineuse, plus d'argent que Jean n'en avait jamais vu. Pendant une fraction de seconde, il imagina ce qu'il pourrait faire avec une telle fortune. Repartir à zéro, peut-être retourner dans l'Est,
loin des souvenirs de sa femme et de sa fille qui hantaient chaque coin de son ranch. « Vous me demandez de trahir des gens qui m'ont fait confiance, dit finalement Jean. Et ça ne s'achète pas. » Beaumont soupira, sincèrement déçu. Dommage, l'honneur est une vertu bien coûteuse de nos jours. Il fit un signe à ses hommes. Escortez M. Valmont vers la sortie. Assurez-vous qu'il quitte la ville immédiatement. Jean se tendit, prêt à une traîtrise, mais le balafré se contenta d'indiquer la porte. Après vous, Marshal. La rue était plus calme maintenant, la chaleur de l'après-midi ayant poussé la plupart des gens à l'intérieur. Alors qu'ils atteignaient le cheval de Jean, le balafré parla à voix basse. « Beaumont n'en a pas fini avec toi. Des hommes vont descendre sur ton ranch ce soir. Si j'étais toi, je serais déjà loin. » Jean le regarda, surpris. « Pourquoi me dire ça ?» L'homme de main toucha son bras bandé. « Les tiens auraient pu me tuer hier. Ils ne l'ont pas fait. Je figure que ça vaut un avertissement. » Alors que Jean montait en selle, le jeune tireur ajouta « Ça ne veut pas dire qu'on ne viendra pas pour toi demain. »« Je garderai ça en tête, » répondit Jean. Tournant bride vers la sortie de la ville, il galopa 1 heure sur la piste principale, puis bifurqua brutalement, empruntant le sentier caché que Koda lui avait montré. Le soleil était bas sur l'horizon lorsqu'il aperçut de la poussière au loin, une dizaine de cavaliers se dirigeant vers son ranch. Beaumont n'avait pas attendu la nuit. Jean changea de direction, poussant sa monture à ses limites. Il devait atteindre Ahanu avant que les hommes de Beaumont ne découvrent le ranch vide et ne changent de cible. Les tribus étaient vulnérables en plein déménagement. L'obscurité était tombée lorsque Jean atteignit la vallée secrète. À son grand soulagement, le camp était encore là, bien que presque entièrement démonté. Les guerriers montaient la garde tandis que les dernières familles se préparaient au départ. Ahanu émergea de sa loge alors que Jean mettait pied à terre. « Tu es revenu plus tôt que prévu ? Les hommes de Beaumont arrivent, » expliqua Jean rapidement. « Au moins 10 fusils. Ils savent que je vous ai prévenu. » Le chef hocha la tête, nullement surpris. « Koda a transmis ton message au fort. Le capitaine Delacroix dit qu'il va enquêter, mais qu'il ne peut bouger ses troupes sans ordre formel. »« Typique, » grommela Jean. « Dans combien de temps pouvez-vous partir ? » ?»« Nous partons dans l'heure. Le sentier à travers la montagne est étroit. Nous pouvons le défendre si nécessaire. » Jean hésita une seconde, puis sa décision fut prise. « Je reste avec vous. C'est aussi mon combat maintenant. » Ahanu lui saisit l'avant-bras, salutation guerrière. « Alors nous combattrons ensemble, Jean Valmont. » Tandis que le camp finissait d'être levé, Jean aida là où il le pouvait. Kaya le trouva en train d'attacher des vivres sur un travois. « Tu es revenu, » dit-elle simplement. « J'avais promis. » Elle le regarda avec ses yeux trop sages pour son âge. « Que feras-tu quand ce sera fini ?» La question le prit au dépourvu. Depuis 6 ans, il vivait au jour le jour. « Je ne sais pas, » admit-il. « Mon ranch n'est plus sûr. » Kaya réfléchit. « Mon père dit qu'un homme qui a perdu son chemin doit regarder les étoiles pour retrouver sa route. » Jean sourit malgré la tension. « C'est un homme sage, ton père. »« Oui, » accorda-t-elle gravement. « Il dit aussi que lorsque le grand esprit met certaines personnes sur notre route, ce n'est jamais sans raison. » Avant que Jean ne puisse répondre, un cri d'alerte retentit. Des cavaliers approchaient. « Va avec les autres, » ordonna Jean en dégainant son revolver. « Je te retrouverai quand ce sera fini. » Alors que Kaya courait rejoindre les familles en partance, Jean prit position avec Ahanu et ses guerriers à l'entrée de la vallée. Le goulot d'étranglement forcerait les hommes de Beaumont à approcher en petit nombre, rééquilibrant un peu les forces. « Ils arrivent plus tôt que prévu, » observa Ahanu. « Soyez prêts. » « Beaumont n'est pas un homme patient, » répondit Jean en vérifiant une dernière fois son barillet. Les premiers cavaliers apparurent à l'entrée du défilé, tirant sur les rênes en apercevant les défenseurs. Le balafré était en tête. Il leva la main pour arrêter sa troupe. « C'est assez loin, » cria Jean. « Faites demi-tour et personne ne sera blessé. » Le balafré mit pied à terre et s'avança seul. « Beaumont offre une dernière chance, Valmont. Écartez-vous, laissez-nous parler au chef. » « Pour que vous puissiez le menacer lui aussi ?» Jean secoua la tête. « Ça n'arrivera pas. »« Alors on a un problème, » dit le balafré, « parce qu'on ne repartira pas sans... » Le claquement sec d'un tir de fusil l'interrompit.
Un des hommes de Beaumont tomba de sa selle. Soudain, la nuit s'embrasa, mais les tirs ne venaient pas des Apaches. Des cavaliers apparurent sur la crête surplombant la vallée. Des hommes en uniforme bleu. C'était l'armée, menée par une figure que Jean reconnut même dans l'obscurité, le capitaine James Delacroix. « Ici l'armée des États-Unis !» La voix de Delacroix tonna dans la vallée. « Jetez vos armes immédiatement !» La confusion gagna les rangs des mercenaires. Certains levèrent les mains, d'autres cherchèrent leurs armes, provoquant une nouvelle volée de tirs de sommation de la part des soldats. Le balafré regarda Jean, comprenant enfin. « Tu ne bluffais pas pour le fort ?» ?»« Non, confirma Jean, je ne bluffe jamais. » Tandis que les soldats mettaient au fer les hommes de Beaumont, le capitaine Delacroix s'approcha de Jean et Ahanu. « Marshal Valmont, salua l'officier. Votre message était très instructif, surtout la partie concernant une compagnie minière tentant de provoquer une guerre indienne. »« Je ne pensais pas que vous réagiriez si vite, admit Jean. » Le visage de Delacroix était sombre. « Beaumont n'est pas le seul à avoir des amis haut placés. Je le surveille depuis des mois. Votre lettre m'a donné la preuve qu'il me manquait pour agir. » Il se tourna vers le chef. « Ahanu, vous avez ma parole que les responsables feront face à la justice. » L'aube se levait sur les montagnes, teintant les pics de rose et d'or. Jean se tenait aux côtés d'Ahanu, regardant la colonne de soldats emmener les prisonniers. « Que vas-tu faire maintenant, Jean Valmont ?» demanda le chef. Jean regarda vers l'horizon est, là où la première lumière éclairait le chemin. Pour la première fois depuis des années, il ressentait quelque chose qu'il croyait mort et enterré, un but. « Je crois, dit-il lentement, qu'il est temps pour moi d'arrêter de me cacher du monde. » Kaya s'approcha, portant un objet enveloppé dans du cuir souple. « Mon père dit que ceci t'appartient désormais. » Elle lui tendit le paquet. À l'intérieur reposait un couteau magnifiquement ouvragé, aux manches incrustées de turquoise. « Un couteau de guerrier, expliqua Ahanu, pour un cœur de guerrier. » Jean accepta le présent avec une profonde gratitude. « Je le chérirai. » Alors qu'il préparait sa monture, Kaya posa une dernière question. « Viendras-tu nous voir ?» Jean sourit, le poids du passé lui semblant soudain plus léger. « Compte là-dessus. » En s'éloignant du campement, Jean Valmont faisait face à un avenir incertain. Son ranch l'attendait peut-être, ou peut-être un retour vers l'étoile de Marshall. Quelle que soit la route qui s'ouvrait devant lui, il ne la parcourait plus seul. Certaines blessures ne guérissent jamais totalement. Mais en sauvant Kaya, Jean avait commencé à se sauver lui-même.